INA Podcast. La radiodiffusion télévision belge, 3e programme, et l'Office de radiodiffusion télévision française France Culture présentent en coproduction Moby Dick d'Herman Melville, adaptation de Jean Thibaudot, avec Alain Cuny dans le rôle d'Akab et Jean Levray dans celui d'Ismaël. Pierre Assau, Henri Poirier, Jean Péméja, les 3 officiers. Doutasek, Maître Hondo, James Campbell, les 3 harponneurs. Lucien Frégis, le charpentier, avec Hervé Denis, Maboussolo dans le rôle de Pipe et tout l'équipage du Pécode. Le lendemain matin, la mer, toujours démontée, roulait des grandes vagues au ralenti, et le Pécode était poussé en avant comme par les mains d'un géant. Le vent soufflait très fort. Le ciel était comme une immense voile, toute gonflée. Le monde entier s'en allait sous le vent. On ne voyait pas le soleil dans la lumière du matin. Sa place était seulement marquée par une plus grande intensité du jour. Là-bas, la mer était comme un creuset d'or liquide, bouillonnant et débordant de lumière et de chaleur. Hé! Quelle direction, timonier? Monsieur, est, Suède, monsieur. Non! Tu mens! À l'heure qu'il est, avec le soleil derrière nous, hé! Monsieur, Regardez! Monsieur Starbuck! C'est la foudre cette nuit qui a mis nos boussoles à l'envers. Et vous aviez vu ça déjà? Monsieur Starbuck? Non, a entendu parler. Tire de bord! Monsieur Stern, faites virer de bord par le vent devant et mettez le cap par 5 quarts du vent. oui, monsieur. Barre à virer! Chacun son poste pour la manœuvre! Ça n'est pas normal, monsieur Starbuck. Pas normal. Embraque tes filets plus vite! À quoi penses-tu? Rien, rien du tout. Hier, j'ai démoli le sextant. Et maintenant, les boussoles sont folles. Monsieur Starbuck, on va réparer ça. Il me faut une lance, un maillet et une aiguille. Faites sécher du fil. Hé, Taïsien! Qu'est-ce qu'il va faire? Regarde! Baise les cargue-poings! Molly les écoute! Là, vous voyez Starbuck? Le soleil est à l'est. Hé! Très fier de sa boussole de fortune, très satisfait de notre étonnement devant son savoir-faire, Akab, quelque temps plus tard, se rappela qu'il s'était juré, quand il avait brisé le sextant, de ne plus naviguer en regardant le ciel. Et puis, cette boussole de sa fabrication n'était peut-être pas très réellement sûre. Il y avait encore, pour déterminer notre position, la ligne de lock. La bobine de bois où était enroulée la ligne, avec le lock accroché au bout, dont on ne s'était pas servi depuis longtemps, se trouvait dans un coin juste sous la rambarde, tout à l'arrière du Pécode.
La pluie et les embruns avaient tout détrempé, et le soleil et le vent aussi avaient travaillé dessus. Et tous ces éléments avaient combiné leurs qualités pour faire de la ligne de Locke quelque chose en très mauvais état. Le bateau avançait en piquant du nez, et à l'arrière, les vagues roulaient en tumulte. Allez donc, c'est nerveux comme des vaches marines. C'est pas du muscle, c'est du varech. Tiens, toi, prends la ligne de Locke. Pas confiance en ça, monsieur. Non. Le chaud, l'humide, à mon avis, elle est foutue. Elle tiendra. Elle tiendra. Est-ce que le chaud et l'humide t'ont abîmé, toi? Hé, tu tiens le coup. Hé, ou peut-être c'est la vie qui te tient, au lieu que tu la tiennes. Je tiens le loch, monsieur, mais c'est comme vous dites, monsieur le capitaine. Avec mes cheveux gris, inutile que je discute, et spécialement avec un supérieur, ils n'ont jamais tort, capitaine. Ah, philosophe. Professeur à l'université de Dame Nature, fondé sur le granit. Mais un peu plat. Où es-tu né? Dans l'île de Man, monsieur. Dans l'île de l'homme. Excellent. C'est là que tu as touché le monde. Je ne sais pas, monsieur. J'y suis né. Dans l'île de l'homme, pas mal, pas mal. Voilà un homme de l'homme, né là-bas en toute indépendance, homme de l'homme, et qui en est parti. Aspiré par quoi? Plus haut ta ligne! Bah, la mort. Grand mur aveugle, où à la fin vont taper toutes les têtes pensantes et questionnantes. Plus haut! Plus haut! Là! Là, regarde là! Je casse le sextant. L'orage tourne la boussole à l'envers. Et maintenant la mer comme une folle m'emporte le loch. Mais on peut arranger tout ça. Hé! Oh! Va dire au charpentier de me fabriquer un loch pour remplacer. Oui, monsieur. Et toi? Vérifie la ligne! Oui, monsieur. Et il s'en va. Pour lui, ce n'est rien, ça. Pour moi, c'est le monde qui m'a glissé des mains. Pareil. Ramène la ligne, Tahitien, ramène ça. On part tout seul à toute allure et pour la ramener, ça revient en morceaux. Et il faut du temps, Tahitien. Ouais, Pip, tu viens aider à la manœuvre, Pip. Pip, qu'appelles-tu Pip? Pip a sauté de la baleinière. Il est perdu. Est-ce que tu ne l'aurais pas repêché par hasard? Drôle de ligne. Ouh, c'est lourd ça. Je pense qu'il est au bout de cette ligne. Allons. Secoue-toi ça, Tahiti. Fais-le lâcher. C'est un poltron. On ne transporte pas de poltron ici. Allons. Voilà son bras qui sort de l'eau. Oh, une hache. Coupez la ligne. Allons. On ne veut pas de poltron ici. Capitaine Agab! Monsieur! Capitaine! Capitaine Agab! Oh!
Il y a Pipe qui essaie de revenir, monsieur. La paix, il est fou. Allez, va-t'en là, va-t'en devant. Allez, allez, va-t'en, va-t'en, allez! Toujours le plus grand idiot qui bouscule le moins idiot des deux. Ne touche pas à cette chose sacrée. Où dis-tu que Pipe était, garçon? À l'arrière, monsieur. Là. Là. Et toi, qui es-tu, garçon? Je ne me vois pas réfléchi dans les pupilles vides de tes yeux. Dieu, l'âme immortelle peut s'échapper de l'homme ainsi. Qui es-tu, garçon? Le sonneur, monsieur. Le crieur du bateau. Ding dong, pip, 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 pip. 100 livres de récompense à qui retrouvera le dénommé Pipe. Taille, 5 pieds d'eau. Allure, poltron. On le connaît à ça. C'est le plus sûr. Le poltron est digne et dingue. Qui a vu Pipe, le poltron, le poltron, le poltron. Le cœur ne peut pas être tout à fait froid. Oui, ciel glacé. Regarde ici en bas, ici bas. Là, vous avez fait cet enfant malchanceux et vous l'avez abandonné, créateur libertin. Viens, garçon. La cabine d'Akab sera la maison de Pipe désormais. Aussi longtemps que je vivrai. Tu me touches au plus intime, garçon. Ce qui m'attache à toi, les liens sont noués là dans mon cœur. Viens, Pipe. Descendons. Oh, qu'est-ce que c'est? La peau de requin de la main d'Akab est comme du velours. Si seulement Pipe avait connu quelque chose comme cela. Pauvre Pipe. Il n'aurait jamais été perdu. C'est comme une corde pour sortir de l'eau, monsieur. C'est pour sauver les âmes faibles. Oh, monsieur, laissez venir le forgeron maintenant pour qu'ils rivent ensemble ses deux mains. La noire avec la blanche. Et je ne lâcherai plus jamais votre main, monsieur. Plus jamais. Direction Suette maintenant, se servant de l'aiguille d'Akab. Et notre progression déterminée uniquement par la ligne de loch réparée. Le Pécode faisait route vers l'équateur. Et avançait ainsi dans des eaux aussi peu fréquentées, sans jamais rencontrer ni apercevoir aucun autre navire, et tout le temps porté par le même vent invariable sur des vagues sempiternellement tranquilles. C'était dans mon esprit le trop calme prélude à une grande scène violente et sans espoir. Un matin avant l'aube, dans la nuit encore, et pas loin d'un petit archipel d'îlots rocheux, les hommes de quart, ceux-là sous le commandement de Flasque, furent surpris et en somme effrayés par des cris et des lamentations atroces. Ceux d'entre nous qui étaient de la civilisation chrétienne parlèrent de sirènes. Les harponneurs et les autres païens de l'équipage ne dirent rien parce qu'ils n'avaient pas peur. C'étaient des phoques habitant de ces rochers, de jeunes phoques qui avaient perdu leurs femelles ou des femelles qui recherchaient leurs petits et qui avaient entrepris de suivre le Pécode avec leurs cris et leurs sanglots. Mais cette explication ne fit qu'affecter davantage quelques-uns d'entre nous, parce que les marins nourrissent bien des superstitions à l'égard des phoques, à cause non seulement de leur voix tellement particulière quand ils sont en détresse, mais aussi
Parce qu'ils ont une tête ronde comme celle des hommes, et des figures moitié intelligentes. D'un peu loin, en mer, on prend souvent les phoques pour des hommes. Et les pressentiments de l'équipage furent en somme ce matin-là confirmés. Lorsqu'au lever du soleil, l'un de nous, qui était allé tout droit de son hamac au sommet du grand mât prendre son tour de vigie, peut-être parce qu'il était encore un peu dans son sommeil, car souvent les marins grimpent dans les mâtures sans s'être réveillés tout à fait. En tout cas, il était à peine depuis un peu de temps là-haut sur son perchoir que nous entendions un cri. Un cri et le bruit d'une dégringolade. Et en levant les yeux, nous vîmes une sorte d'immatériel fantôme qui gesticulait dans le vide, et puis, mais tout de suite après, rabaissant le regard en bas, le bouillon provisoire de quelques bulles blanches sur le bleu de la mer. Aucune main n'émergea de l'abîme pour agripper la bouée de sauvetage. Et même celle-ci, une petite barrique dont le bois avait beaucoup joué au soleil, se remplit tout doucement d'eau. Et à la fin, elle prit le même chemin qu'avait descendu notre camarade, pour peut-être le retrouver, tout au fond, et lui servir longtemps d'oreiller un peu dur. Ainsi, alors que nous nous rapprochions du domaine de la baleine blanche, le premier de nous tous qui montait tout en haut du Pécode en guettait l'apparition maudite fut tout aussitôt et simplement noyé. Nous fûmes quelques-uns à penser cela. Tandis que la plupart considéraient l'accident non comme le signe d'une catastrophe à venir, mais comme l'accomplissement du malheur qu'avait prédit l'horrible cri des phoques. En tout état de cause, il fallait maintenant remplacer la bouée de sauvetage. On ne trouva rien qui pouvait faire l'affaire, jusqu'à ce que mon ami Queequeg proposa pour cet usage la pirogue cercueil, qui était devenue son coffre à vêtements. L'idée inquiéta Starbuck, et Stubb jugea que ça n'était pas normal. Mais Flasque, le petit Flasque aux cheveux rouges, trouva la chose infiniment pratique. Et en conséquence, le charpentier fut chargé par nos officiers des quelques petites modifications indispensables à ce nouvel emploi de son œuvre. Fais une jambe pour capitaine à cave et tout va bien, il marche avec. Fais une boîte pour ce grand sauvage de harponneur de Queequeg et voilà qu'il ne se met pas dedans. Et une bouée d'un cercueil, comme pour retourner un vieux costume. Ça, du raccommodage? Travail de femme ou d'étameur. Ça, du rafistolage? 65 ans. Connu une vieille femme, 65 ans. Partie avec un jeune étameur. Tout jeune. Elle par amour de ça. Le raccommodage. Et lui. Dépêche. Et voilà que le bateau va traîner derrière lui un cercueil. Allez, je vais y mettre 30 ficelles pour s'y raccrocher. Dépêche. Comme ça, s'il y a naufrage, ils seront 30 à se battre pour un cercueil. 30. Pour ça, allez, dépêche, vieux, dépêche. Tape. Va. Calfate. Fignole. Charpentier. Et qu'est-ce que c'est, ça? Bouée de sauvetage, monsieur.
Un jour une jambe, un jour un cercueil, un jour une bouée. C'est ça? Oh, attention derrière vous, monsieur! L'écoutille est ouvert! Derrière vous! Bon. Le cercueil est bien près du trou. Charpentier! Le lendemain matin fut signalé un grand navire, la Rachel, qui venait droit sur nous. Toutes ses vergues étaient chargées de grappes de marins. Le Picotte filait à bonne allure, mais quand la Rachel aux grandes ailes nous rejoignit, du côté au vent, les voiles se dégonflèrent, toutes ensemble, comme des ballons crevés. Et le vieux marin de l'île de Man nous dit que ça signifiait mauvaise nouvelle. Comme beaucoup d'autres avant elle, la Rachel avait vu Moby Dick. Mais elle l'avait vu la veille de ce jour où nous étions. Et maintenant, elle cherchait sur la mer une de ces baleinières perdues, parties à la dérive. Oui, la veille, tandis que 3 canotes chassaient un banc de cachalots, d'un autre côté, et pas loin du bateau, avait surgi la tête et la bosse blanche. Et la 4e baleinière, tenue en réserve sur le pont de la Rachel, avait été mise à la mer aussitôt. Et très vite, elle avait rejoint la baleine blanche. Et même, d'après l'homme de vigie, elle l'avait harponnée. Mais tout de suite après, cet homme avait vu un grand nuage ou un éclair brutal d'écume blanche. Et ensuite, plus rien. Mais personne ne s'en inquiéta. Ce fut seulement à minuit que la Rachel, ayant récupéré ses 3 premiers canotes, s'occupa de chercher le 4e. Mais en vain. Et maintenant, sur le pont du Pécode, le capitaine de la Rachel tentait d'obtenir d'Akab qu'il se joignît à lui pour cette recherche. Parce que dans cette baleinière perdue se trouvait le fils du capitaine, un enfant de 12 ans, qui accompagnait son père pour la première fois. Et dans l'un des 3 premiers canotes était un autre de ses fils, si bien que le malheureux avait dû sacrifier l'un à l'autre. Mais Akab, malgré toute la commisération que nos officiers et nous, tous, manifestions, Akab refusa sauvagement. Il ne voulait pas retarder l'heure qu'il désirait depuis si longtemps. Akab se retrouvait maintenant à l'endroit où sa blessure lui avait été infligée. Et Starbuck n'essayait plus de rien arrêter. Et Stubb ne tentait plus d'arracher seulement un sourire à personne. La joie, la tristesse, l'espoir, la peur étaient semblablement réduits en poussière et pulvérisés maintenant dans le mortier de l'âme de fer d'Akab. Akab et Fedallah, son ombre, ne quittaient plus le pont. Ils y étaient tout le jour et toute la nuit. Et nous, nos mouvements sur le Pécode étaient tout mécaniques et muets, sous la surveillance constante du vieillard. Et nous ne pensions plus à rien. Le Pécode continuait sa route passionnée. Les vagues en roulant et les jours passaient. Et toujours, l'arrière du navire se balançait toujours, légère. La bouée de sauvetage cercueil. Et un autre bateau, très misérablement mal nommé le Délice, fut aperçu. Tandis qu'il approchait, nous vîmes tous, sur le gaillard d'arrière,
la blanche membrure fracassée et quelques morceaux de planche de ce qui avait été un canot. Mais maintenant, on y voyait au travers, comme au travers du squelette nettoyé et à demi démonté et blanchi d'un cheval. Nous tous, nous regardions. Et Achab prit son porte-voix, et il parla au capitaine du Délice. Et il montrait le squelette de sa baleinière. Pas encore forgé. Achab arracha de sa fourche le fer travaillé par le forgeron du Pécode. Regarde, homme de Nantucket, dans cette main, je tiens la mort de la baleine blanche. Ce fer est trempé par le sang et la foudre. Et la troisième trempe, ce sera, je le jure, derrière sa nageoire, dans cet endroit très chaud où est sa vie. Et il montrait le hamac. L'équipage du Délice était rassemblé devant son capitaine, et 3 hommes soulevaient le hamac où était le cadavre pour le jeter à la mer. Ô Dieu, donnez-lui la résurrection et la vie éternelle. Mais le mouvement du Pécode ne fut pas assez rapide pour nous épargner le bruit que fit le cadavre quand il tomba dans la mer, ni non plus pour éviter les embruns qui faisaient à sa coque un baptême funèbre. Et alors que nous partions, la drôle de bouée de sauvetage à l'arrière fit s'exclamer un marin du Délice. Liés, tordus, noueux et noués, ridés, fixement hagards, inflexibles, ses yeux comme des braises dans les cendres d'une ruine, sans vaciller, Achab se tenait debout dans la clarté du matin. Enfance immortelle, innocence, azur. Dieu, créateurs invisibles qui jouaient autour de nous. Comme vous étiez indifférents à la douleur crispée et renfermée du vieil Achab. De même, Marthe et Marie, petites filles, quand elles rient et quand elles s'amusent autour de leur vieux père. Depuis l'écoutille, Achab traversa le pont
Il se pencha et regarda son ombre dans l'eau. Achab versa une larme dans la mer, et l'océan Pacifique ne contint jamais rien de plus précieux que cette goutte d'eau, également salée. Starbuck avait vu Achab, et comme il se penchait lourdement au-dessus de l'eau, et il s'approcha. Oh, Starbuck, cette douceur du vent et du ciel. C'est un jour pareil, oui, presque pareil, que j'ai frappé ma première baleine. J'avais 18 ans, il y a 40 ans. Oui, 40 années de chasse, sans arrêt, privation, danger, orage. 40 années sur la mer implacable. Depuis 40 années, Achab s'est exilé du pays paisible pour se battre avec l'horreur de l'abîme. Ouais. Starbuck. De tout ce temps, je n'ai pas eu 3 années à terre. Quand je pense à la vie que j'ai menée, cette solitude, comme une ville retranchée, qui n'admet qu'à peine, parfois, un peu de l'amitié de la campagne qui est autour. Une fatigue. Effort. Esclavage noir d'un commandement solitaire. J'y pense. Nourri depuis 40 ans de sec et de salé. Symbole. À terre, le plus pauvre a des fruits et du pain frais. Et cette distance qu'il y a entre ma jeune fille femme et moi, partie le lendemain des noces, lui laissant dans son lit l'empreinte d'une vieille bête de plus de 50 ans. Moi, femme, veuve d'un mari vivant. Starbuck, pourquoi cette bataille qui ne finit pas? Rame, harpon, les bras brisés. Pourquoi? Plus riche, meilleur, jambes en moins. Ces vieux cheveux sur le front m'aveuglent. Pleurer. Cendre. Ai-je l'air tellement vieux, vieux? Ce que je sens, faible et fragile. Adam, plié sous le poids des siècles, qui se sont entassés tous l'un après l'autre depuis le paradis. Dieu, que le cœur saute et que soit écrasé son cerveau. Reste, Starbuck. Là, je veux regarder dans un œil humain, plutôt que voir la mer ou le ciel et Dieu. Homme,
Je vois ma femme et mon enfant dans ton œil. Écoute. Quand Akab, marqué, chassera Moby Dick, toi reste à bord, ne viens pas. Ce hasard ne sera pas le tien. Au nom du foyer que je vois dans cet œil... Oh, capitaine! Âme noble, grand vieux cœur. Oui. Faut-il vraiment chasser ce poisson odieux? Revenez, avec moi. Quittons ces eaux mortelles. Rentrons. Pour Starbuck aussi, il y a femme et enfant. Femme et enfant de sa fraternelle, bonne et heureuse jeunesse. De même que pour vous, monsieur, il y a femme et enfant de votre affectueuse, longue et paternelle vieillesse. Rentrons. Oui, rentrons. Laissez-moi maintenant changer le cap. Avec quelle joie et quelle gaieté nous allons prendre le chemin de Nantucket. Oh, je pense, monsieur, qu'ils ont d'aussi belles journées que celle-ci, avec le ciel bleu, à Nantucket. Ils en ont, oui. J'en ai connu. Certains jours d'été, le matin, à cette heure-ci, à peu près, oui. C'est son somme d'après-manger maintenant. Et l'enfant se réveille. Il est assis tout droit dans son lit. Et sa mère lui parle de moi. Elle lui parle du vieux cannibale. Elle lui dit comment je suis ici, à bord, sur un bateau au-dessus de l'abîme, mais que je vais revenir bientôt pour le prendre sur mes genoux et le faire rire. C'est Mérée. C'est ma Mérée. Elle a promis que mon garçon, chaque matin, serait conduit jusque sur la colline pour être le premier à voir la voile de son père. Oui, cela suffit. C'est fait. Direction Nantucket. Venez, mon capitaine, étudier la route, et nous rentrons. Voyez la figure du garçon à la fenêtre, et la main du garçon quand il est en haut, sur la colline. Comment ce cœur minuscule pourrait-il battre? Et ce cerveau penser, si Dieu ne le voulait pas, s'il n'était, au lieu de moi-même, celui qui est vivant et qui pense. Par le ciel, homme, nous sommes lancés et relancés dans ce monde comme des billes, idiots comme le cabestan. Là est le destin, et le levier qui déplace n'importe quoi. Et comme ça depuis toujours. Ce ciel, sourire absurde du ciel, et cette mer, insondable. Regarde cet oiseau. Qui le pousse à chasser et croquer le poisson volant? Où vont les meurtriers? Hommes. Et qui nous jugera? Si le juge lui-même doit être traîné au banc des accusés. Mais cette douceur du vent et du ciel, l'odeur de l'air, maintenant, c'est comme s'il venait de la campagne.
Ils ont fait les foins sur la pente des Andes. Starbuck et les faucheurs maintenant dorment dans le foin fraîchement coupé. Ils dorment. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous dormirons tous dans le champ à la fin. Dormir, ouais, dormir. Et pourrir dans la verdure, comme se rouillent les faucilles de l'autre année. Tombé, perdu, laissé dans l'herbe à moitié coupée. Starbuck. Mais lui, blanc comme un mort, Starbuck, il était parti. Et Achab traversa le pont pour aller voir et se pencher sur l'autre bord. Il tressaillit quand il se penchait parce que deux yeux, un regard immobile, se réfléchissaient au-dessous de lui dans l'eau. Fedallah, impassible, était penché au même bastingage. Moby Dick d'Herman Melville. Adaptation de Jean Thibaudot. Conseiller technique pour la navigation à voile, Armel d'Ast-sur-Couf. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Yann Parentoen. Assistant de production, Jean-Paul Papeau. C'était le 14e épisode.